je l'ai. Théorie des pratiques 11. Et il faut appuyer, c'est bon? Ouais, c'est bon, j'appuie. Donc vous vous souvenez que la semaine dernière, je vous ai proposé de s'aventurer dans une réflexion sur la question des théories du soin qui venait après une exploration en quelque sorte de la question de la stratégie de base de la clinique, du clinicien, et de la place de la méthode, et de la place en particulier de l'association et de l'associativité dans la méthode. Puis après, j'avais évoqué quelque chose qui vectorisait en quelque sorte l'écoute du clinicien en évoquant toute la question des théories du soin, et en évoquant aussi le fait que dans la rencontre clinique, c'était peut-être aussi la rencontre de deux types de théories du soin, les théories du soin des patients et les théories du soin du clinicien. Alors, j'avais, à partir de là, essayé de vous dire, vous savez, les théories, tout le monde est psychologue, inévitablement, et tout le monde a des théories. Et tout le monde a des théories aussi du soin. Ça, je veux dire, il suffit de se promener, de discuter avec les gens, ils disent « Ah ben, il faut que tu fasses comme ça, fais ceci, t'as qu'à oublier, n'y pense plus, va en parler à quelqu'un », enfin bref, chacun a sa solution. Et peut-être parce que les théories fondamentales, l'activité théorique fondamentale, c'est-à-dire ce qu'on appelle les théories sexuelles infantiles, mais enfin, on pourrait dire les théories infantiles, parce qu'elles sont loin d'être que sexuelles, c'est aussi des théories du plaisir, des théories du déplaisir, des théories de la souffrance et des théories du soin. Et donc, dans tous les dispositifs et les systèmes thérapeutiques, dans tous ceux que je connais, tous ceux que j'ai explorés, on trouve toujours la trace de théorie sexuelle infantile du soin. Je vous en montrerai tout à l'heure un petit exemple dans l'évolution de Freud. Alors donc, à ce moment-là, j'ai commencé à essayer d'attirer votre attention sur les grandes polarités de ces théories sexuelles infantiles du soin, en disant qu'en gros, elles se distribuaient suivant deux grandes polarités, mais avec des modalités différentes. La première grande polarité, c'est on souffre d'un manque. Donc le manque est à combler. Alors c'est un manque d'amour, c'est un manque affectif, c'est un manque au niveau de la nourriture. Donc on a la boulimie, on mange, on se remplit. Bref, il y a un vécu de manque, de vide interne, et il faut le combler d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est une polarité. Alors celle-là, on va la voir du côté oral, mais aussi on va la voir du côté affectif, toutes les formes de nourriture en quelque sorte, quelles qu'elles soient les nourritures affectives ou les nourritures au sens propre du terme. Et de l'autre côté, il y a, alors on a aussi, bien sûr, mais dans la même lignée toujours, du côté phallique, c'est-à-dire c'est tout ce qui va aller du côté de la castration, tout ce qui va aller du côté de l'impression qu'il manque quelque chose dans le sexe. Alors ça peut aller du côté des vécus chez les hommes d'avoir un sexe trop petit, pas assez grand, chez les filles ah, si j'avais été un garçon, ça aurait pu... Enfin, on a toute une série comme ça qui sont toujours, quoi qu'on en dise, et quelle que soit l'évolution des mœurs et des cultures, relativement actifs au niveau de la vie psychique inconsciente. Ce qui change, c'est les recouvrements. Mais en gros, les enfants de 2 ans et demi, 3 ans, quand ils commencent à construire leur théorie phallique du monde, ils construisent la théorie phallique du monde avec la théorie du genre, ils ne connaissent pas bien, par exemple. Vous voyez, ils ne sont pas très influencés par les grands courants qui sont en débat actuellement dans la culture. Ils sont beaucoup plus influencés par l'immédiateté du contact avec l'autre et puis leur manière de théoriser qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie, qu'est-ce qui ferait en quelque sorte que, sachant que le désir aussi bien chez les garçons que chez les petites filles, c'est le désir du phallus au moment de l'époque phallique, et que le phallus, il est bien évident, ça n'existe pas, parce que ce qui serait le phallus, ça serait un objet qui serait tout, et garçon et fille. Donc nécessairement, si on est garçon, à un moment donné, on souffre de ne pas être fille. Si on est fille, on souffre de ne pas être garçon. Parce que l'idéal dans les deux sexes
et c'est ce qui caractérise la période phallique, l'idéal dans les deux sexes, c'est pas d'être soit garçon, soit fille, c'est d'être garçon et fille, d'avoir tout, l'un et l'autre à la fois. Et donc, il va falloir y renoncer. Pour y renoncer, il faut construire l'image d'un couple complémentaire, d'un couple dans lequel l'autre va apporter la moitié manquante, ma moitié, comme on l'appelle, hein, ma moitié manquante, et qu'effectivement... bon, alors là, je vous renvoie au mythe de Platon, au mythe du banquet, et à toutes ces choses-là. Donc, de ce côté-là, on est dans des théories qui sont polarisées par l'idée « je souffre d'un manque ». Et puis, de l'autre côté, on va avoir des théories qui vont aller du côté de « je souffre d'un trop-plein ». Alors, vous pouvez avoir les formes paradoxales, je manque de manque, donc j'ai que du trop-plein. Et puis, vous allez avoir toutes les théories du traumatisme, c'est un trop d'excitation, il y a du trop, il faut l'évacuer d'une manière ou d'une autre. Et alors, à ce moment-là, on souffre d'un trop mal évacué ou pas évacué. Par exemple, la théorie de l'abréaction, c'est un trop d'émotions contenues, gardées. Alors, on en a gros sur le cœur, on en a gros sur le ventre, on en a gros sur la patate, on en a gros un peu partout selon les différentes localisations dans notre corps. Et ce qu'on a de gros, il faut que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Alors, ça va sortir soit sur un mode anal, c'est-à-dire sur un mode d'évacuation, dans une colère, dans quelque chose qui va effectivement être une espèce de rejet du trop interne qui pèse sur le ventre, sur le cœur, sur la tête, sur tout ce qu'on veut. Ou alors on va évacuer sur un mode plus oral, donc un mode anal, là, hein, l'évacuation, ou sur un mode plus oral, c'est-à-dire je vomis, ça ressort, je rejette, je veux pas, je dénie, je refuse, je remets au dehors, que ça n'ait pas eu lieu, ça n'aurait pas dû exister, ça ne doit pas exister. Et on a ici là toute une série de choses qui vont aller dans ce sens-là. Donc vous voyez, on a ces deux polarités-là. Alors, je voudrais attirer votre attention là sur le fait que la découverte de la psychanalyse par Freud, par rapport, vous savez que je me suis pas mal intéressé à toute l'histoire de l'émergence de la psychanalyse, et en particulier du rapport entre la psychanalyse et le fond hypnotique, et le fond de suggestion, et toutes les théories qui se sont succédées à partir de 1784 et de l'émergence du mesmérisme, mais je suis un peu remonté avant, jusqu'en 1894 et les études sur l'hystérie. J'ai essayé de travailler sur les théories du soin et l'émergence de la psychanalyse à travers tout ça pendant un siècle. Ça s'appelle Du baquet de Mesmer au baquet de Freud. C'est mon livre préféré, mais je ne suis pas sûr que ce soit celui préféré de tout le monde. Mais moi, c'est celui avec lequel je me suis beaucoup plus amusé, parce que ça a été extraordinaire. J'ai fait venir plein de vieux grimoires du fond de la Bibliothèque nationale, des trucs qui n'avaient jamais été ouverts, qu'il fallait à peine ouvrir, parce qu'ils s'effeuillaient, ils cassaient. Vous savez que la Bibliothèque nationale a été inondée plusieurs fois, les livres ont séché, inondés, séché, inondés. Quand vous les ouvrez, ils n'avaient jamais été découpés, ils partaient en morceaux, en poussière. Donc là, on se sent explorateur d'une préhistoire, quand on travaille sur du matériel comme ça. Donc, en essayant de remonter comme ça toute l'histoire, la préhistoire de la situation psychanalytique, du cadre psychanalytique et des théories du soin du 19e siècle, et ce qui m'est apparu, c'est que, en gros, alors d'abord, il y a des tas de choses qui sont là bien avant Freud, et chez des gens comme Armand Chassenet-Puységur, on a 1810-1811, on a une formule où il dit à propos d'un petit enfant dont il s'occupe, cet enfant n'existe moralement que de réminiscence. C'est à peu près la formule de Freud, l'hystérique souffre de réminiscence. Hein. Sauf que ça n'existe moralement que d'os, c'est une formule début du 19e, alors que Freud va utiliser une formule fin du 19e. Mais néanmoins, donc cette idée, elle est là depuis longtemps. Je vous signale, si vous avez envie de vous amuser là-dedans, on y rencontre l'abbé Faria, on y rencontre des personnages tout à fait extraordinaires qui soignent, et qui commencent à théoriser déjà que derrière ce qui s'est appelé le magnétisme animal, le somnambulisme artificiel, etc., que derrière tout ça, vraisemblablement, la grande question, c'est l'action d'un sujet sur un autre sujet.
Et l'abbé Faria est sûrement un des premiers. Il a traité 5000 cas, l'abbé Faria. Vous voyez l'abbé Faria, vous voyez qui c'est? Vous vous souvenez pas dans le Comte de Monte Cristo? Il faut relire le Comte de Monte Cristo. Dans la cellule d'à côté du Comte de Monte Cristo, il y a un abbé qui est l'abbé Faria. Donc il a été embastillé, effectivement, cet homme. Mais il avait néanmoins, il s'est occupé de beaucoup de choses. Il est intéressant parce qu'il a vécu à Goa, il a vécu en Inde, il a ramené des techniques de massage, des techniques du corps, des techniques de l'approche corporelle, et c'est aussi à partir de tout ça qu'il a retravaillé, il fait évoluer d'une certaine manière le contexte de l'hypnose. C'est assez intéressant. Si vous voulez, moi je pense qu'un des dangers majeurs pour votre génération, mais pour toutes les générations qui suivent, c'est d'oublier l'histoire de la manière dont on en est venu là où on en est. Pourquoi? Parce que vous avez des gens qui vous vendent des techniques de soins milieu du 18e, en gros, comme étant le nec plus ultra de la modernité. Et quand on connaît l'histoire, on se laisse un peu moins prendre à ces miroirs aux alouettes. Et en particulier, c'est vrai d'un certain nombre de théories qui se proposent comme alternative à la théorie psychanalytique et qui sont en fait la plupart du temps des résurgences. Il y en a aussi pas mal du côté de ce qui s'appelle la psychologie humaniste ou la bioénergie, des choses comme ça. Il y a pas mal de choses dont on voit l'émergence au XVIIIe siècle disons au début du XIXe et qu'on voit résurger à un moment ou à un autre. Par exemple, l'importance du transgénérationnel, voilà un truc moderne, hein, le transgénérationnel. Eh bien, vous avez chez le général Noiset, par exemple, 1850-1856, une théorie qui dit que les rapports entre la mère et le bébé sont des rapports de type hypnotique. Et alors, nous n'y trompons pas, l'hypnotiseur, c'est le bébé, et c'est la mère qui est sous hypnose. Alors, Noiset en explique des tas de trucs, il dit, mais c'est exactement comme dans le rapport hypnotique. Vous êtes dans une soirée, le bébé pleure au fond de sa chambre, les gens sont en train de discuter, ils n'entendent rien, mais d'un seul coup, cling, la mère, il pleure. Elle a entendu, elle est la seule à avoir entendu. Et Noiset dit, bah oui, parce qu'elle est branchée effectivement sur son hypnotiseur. On a exactement la même chose dans les relations hypnotiques. Alors vous voyez, donc, modèle de la théorie mère-bébé, le premier modèle, et c'est vraisemblablement le meilleur, parce qu'il est très très vraisemblable que ce qui se crée dans ce que Stern a décrit comme l'accordage, l'ajustement et des choses comme ça, c'est en fait des choses qui se rethéorisent maintenant, ou qui se rethéoriseraient en termes d'état modifié de conscience, c'est-à-dire en termes d'hypnose. C'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. Hein. Donc autrement dit, très vraisemblablement, ce que Winnicott a décrit sous le terme de préoccupation maternelle primaire, c'est quelque chose qui n'est pas très loin de l'état hypnotique. Vous savez que les dernières recherches qui ont été faites ont montré qu'il y avait 3 états dans notre fonctionnement, un état de veille, un état de sommeil, et un troisième état qui s'est appelé état intermédiaire, avec des particularités tout à fait spécifiques. Et on peut penser, je vous en parle, je ne veux pas m'étendre plus longtemps là-dessus, mais on peut penser qu'assez vraisemblablement, c'est dans ces états-là que l'efficacité de l'action d'un sujet sur un autre sujet est de loin la meilleure. C'est-à-dire que d'une certaine manière, peut-être bien que la méthode de l'association libre, c'est quelque chose qui rend possible, c'est une intuition qu'avait eue Ferenczi quand il écrit la psychanalyse en état de relaxation, dans les années 1927-28, où Ferenczi était médecin militaire, donc il a fait beaucoup d'hypnose. Il a fait beaucoup d'hypnose comme on la faisait à l'époque, c'est-à-dire avec les états traumatiques de guerre. Hein. Cette petite chose-là, c'est intéressant à savoir parce qu'on a l'expérience des gens et quand on a l'expérience des gens, on comprend un peu mieux pourquoi ils pensent comme ils pensent. Donc, Ferenczi avait fait cette hypothèse, c'était qu'au fond, on créait un état de séance particulier dans la psychanalyse qui était un état très apparenté à l'hypnose. Je finis mon commentaire de ce petit commentaire-là, dans les années 90-2000, mais surtout 90, ici à Lyon 2, dans le laboratoire Infocom, il y avait un monsieur qui était psychanalyste, qui était mari de psychanalyste assez connu à Lyon, qui s'appelait Cosnier. Et Cosnier travaillait sur
les interactions de psychothérapie. Et les méthodologies que Cosnier mettait en place étaient tout à fait intéressantes. C'est qu'on avait déjà à l'époque les modèles de Stern. Alors, Cosnier mettait une glace sans teint, silence, une caméra sur le patient, une caméra sur le psy, et on étudiait les interactions corporelles patient-psy sur le même modèle que Stern a étudié les interactions corporelles bébé-mère. Et alors, étonnant, vous aviez une prédictibilité, vous n'entendiez pas ce que les gens disaient, mais vous aviez une prédictibilité extrêmement forte du fait que les gens avaient trouvé que c'était une bonne séance ou au contraire qu'on ne s'était pas entendu. Pourquoi? Simplement en observant les accordages corporels. Hein? Et ceux qui sont intéressés un peu à l'hypnose, aux formes modernes de l'hypnose, en particulier l'hypnose ericksonienne, mais je vous le dis parce que j'aimerais avoir, je ne sais pas moi, 1 an ou 2 pour vous en parler un peu à fond, mais si vous voulez faire des interventions qui soient efficaces, eh bien, il y a différentes règles qu'il faut utiliser. Une règle, c'est l'accordage corporel. Vous avez quelqu'un en face à face, il croise les genoux, il décroise les genoux, vous commencez à croiser les genoux et à décroiser les genoux en rythme avec lui. C'est-à-dire vous vous accordez. C'est une technique qui s'appelle la synchronisation. Vous vous synchronisez avec son corps. Et à un moment donné, vous prenez l'initiative, c'est-à-dire que vous allez croiser, décroiser. Bon, à un moment donné, vous prenez l'initiative. Donc d'abord, dans un premier temps, vous allez sur son terrain, vous vous accordez physiquement avec l'autre. Et au bout d'un moment, vous prenez l'initiative, c'est-à-dire que vous décroisez les genoux, et si lui décroise les genoux de la même manière, alors il est synchronisé avec vous à ce moment-là. J'espère que l'interprétation ou l'intervention est bonne, mais vous avez infiniment plus de chances qu'elle passe. Alors, vous pouvez faire la même chose avec du langage. Je vous le dis, mais on ne va pas s'étendre longtemps dessus, mais vous pouvez faire la même chose avec... C'était pas prévu que je vous parle de ça, mais c'est venu comme ça dans la conversation. Vous avez quelqu'un qui dit ah, je sens pas ce que vous dites, non, ça me parle pas ce que vous dites, non, je sais pas. Et alors vous lui dites, ah bon, vous voyez pas ce que je veux dire. Lui, il vous dit, je ne sens pas, et vous lui dites, vous ne voyez pas. Eh bien, effectivement, il ne va pas voir parce qu'il ne sent pas. C'est autrement dit, quand les gens sont dans des modalités linguistiques, les modalités linguistiques, elles sont organisées avec un certain nombre de paramètres de fond. Vous avez des paramètres du côté du sentir, vous avez des paramètres du côté de l'entendre, vous avez des paramètres du côté du voir. Si quelqu'un est en train de vous parler du fait qu'il ne voit pas ce que vous voulez dire, si vous lui dites « Ah ben vous n'entendez pas alors ?» Eh bien vous voyez, vous êtes dans un... Il ne va pas vous entendre parce que lui, sa forme fondamentale, c'est pas entendre, c'est voir. Donc, si vous avez quelqu'un qui veut voir, il faut lui montrer. Il ne faut pas lui faire entendre. Au moins pendant toute une partie du traitement. Là aussi, tant qu'on n'est pas accordé, faire un pas en dehors... la première urgence dans la clinique, c'est la rencontre. Et la rencontre, elle passe par des critères corporels, elle passe par des critères linguistiques. Et moi, j'ai vu nombre de très jeunes analystes qui étaient très très bons, qui comprenaient tout, etc. Et ça marchait jamais leur truc. Ça marchait pas, pourquoi? Parce que ce travail de synchronisation n'était pas fait. Et puis d'autres qui étaient nettement moins bons, mais où ça marchait beaucoup mieux. Et ça marchait beaucoup mieux parce que même s'ils étaient moins fins théoriciens, etc., le travail de synchronisation, ils le faisaient spontanément. Alors ça a été repris, ça, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont fait de la programmation neurolinguistique, en PNL par exemple, c'est des trucs qui sont relativement bateaux. C'est tout à fait intéressant d'intégrer un certain nombre de choses de la PNL, de la bioénergie, etc., à l'intérieur du mode de pensée psychanalytique. Toutes ces thérapies ont une chose au moins à nous apprendre. Le problème, après, c'est la théorisation d'ensemble. Généralement, il y a une indigence théorique une fois qu'on quitte cette intuition tout à fait importante qui a été au départ, mais rien ne nous oblige à épouser l'ensemble de la théorisation. On peut tout à fait extraire des connaissances acquises par des praticiens. Ben, si vous voulez, en gros, quand même, quand les gens ont passé 10 ans, 20 ans, 30 ans autour de trucs, c'est rare qu'il y ait vraiment rien à en tirer. Hein. Généralement... il y a quelque chose qui est tout à fait important. Alors bon, donc je vous disais, l'hypnose, Freud démarre avec l'hypnose. Il démarre avec la technique hypnotique.
Si vous relisez le début des études sur l'hystérie, le cas de Hanau ou de Emmy von Haen, vous allez vous apercevoir que ce sont des cas qui sont totalement organisés par des modèles issus de l'analité. Vous vous souvenez Hanau? Hanau, elle a des hallucinations, mais c'est des hallucinations d'un serpent noir. C'est une flagelle anale. Tout le modèle est là-dessus. Après, elle a réagi. Hein, il faut que ça sorte. Donc vous avez des serpents noirs qui sortent. Excusez-moi, mais bon, c'est pas des serpents dressés qui rentrent. Hein, c'est des serpents noirs qui sortent. Bon, voilà, bon, c'est un modèle qui est vraiment très. Là, je vous renvoie à mon bouquin si vous voulez voir ça en détail. Bon. Et là, Freud commence avec ce modèle-là, c'est-à-dire un modèle évacuatif. Il faut abréagir, il faut dire, une fois que vous avez dit, vous avez évacué, une fois que vous avez évacué, ben, vous allez mieux, etc. Et ça, c'est les deux premières cures. J'attire votre attention sur un point tout à fait intéressant dans ces deux premières cures. C'est que, aussi bien Bertha Pappenheim, Hanau, Bertha Pappenheim, que Emmy von Haen, Elisabeth von Ritter, aussi bien l'une que l'autre, tombent malades en soignant. Il y en a une qui soigne son vieux père, et l'autre qui soigne son vieux mari. Son vieux mari qui a 60 ans de plus qu'elle, quoi, 50 ans, enfin bref, là, vous voyez, c'est pas très loin d'être un vieux père-mari. Je ne sais pas si ça existe, le père-mari. Bon. Donc, autrement dit, et Freud les soigne du fait qu'elles tombent malades de leurs soins. C'est quand même sacrément intéressant par rapport à ce que j'essaye de développer, de l'idée que ce dont nous avons à soigner nos patients, c'est de leur théorie du soin dont nous avons à les soigner. C'est du fait qu'ils ont mis en œuvre, en quelque sorte, des solutions qui sont mises en œuvre tôt dans l'enfance, la plupart du temps, mais qu'ils ont mis en œuvre des solutions qui sont des solutions incomplètes sur un plan thérapeutique. On souffre. Un symptôme, le symptôme, c'est pas le problème, le symptôme, c'est la tentative de solution du sujet. Le problème, il est du côté des tentatives de solution. Donc, les deux patientes en question, elles sont dans des théories du soin et elles sont dans des théories du soin anal. Et petit à petit, on va voir se dégager, quand vous lisez les études sur l'hystérie, c'est assez net, petit à petit, on va voir arriver l'idée que, mais elles ont eu des traumatismes affectifs. Vous voyez, on change un peu de modalité. Le traumatisme affectif, c'est des affects qui sont restés coincés, on reste dans le modèle anal, et puis d'un seul coup, clac, ça bascule. Ah non, le problème, c'est un traumatisme sexuel. C'est quelque chose qui est rentré chez le sujet, c'est pas quelque chose qui n'est pas sorti, vous voyez. L'abréaction, c'est un modèle de « j'ai des émotions qui sont coincées en moi, il faut que je les sorte ». Ça, c'est un modèle qu'on a, c'est la catharsis, vous avez ça depuis les Grecs. Hein, vraiment, c'est le modèle de base, sûrement, il est là-dessus. C'est un premier modèle. Et Freud va basculer avec les théories de l'abus, la neurotica, c'est-à-dire une théorie, non, on tombe malade du sexuel. Alors, on tombe malade du sexuel parce qu'il y a quelque chose de la sexualité des autres qui est rentré, alors d'abord au début c'est la sexualité des adultes qui est rentrée dans le monde innocent de l'enfance et la pénétration violente, phallique et violente de la sexualité de l'adulte dans le monde de l'enfance, ça va dévaster l'enfance. Voilà le modèle dans lequel Freud va petit à petit faire basculer. Et alors il va élaborer sa neurotica, et sa neurotica c'est on tombe malade d'une séduction sexuelle. On a quitté les modèles de l'analité pour passer dans les domaines, dans les modèles du phallique. Et vous allez avoir après tout l'embarquement de toute la théorie psychanalytique du côté du sexuel. Mais c'est parce que c'est du côté du sexuel phallique. Ok, vous me suivez. On n'est pas encore, on n'y arrivera que très tardivement dans la deuxième étape psychologique de Freud au problème de la sexualisation ou de la désexualisation. Ça, on l'aura à partir des années 1924-1925, où le problème c'est est-ce que j'ai sexualisé ou est-ce que j'ai désexualisé. Vous voyez, là en 1895, c'est sexuel, et puis c'est sexuel. Le sexuel, c'est le sexuel. Alors, bien sûr, petit à petit, on va arriver à un... Tout est sexuel. Et
peut-être qu'ensuite, et c'est seulement, je vais vous dire encore une fois assez tard, c'est avec le problème économique du masochisme où d'un seul coup, Freud va évoquer ce qu'il appelle la coexcitation libidinale ou coexcitation sexuelle, c'est-à-dire il y a un traumatisme et il est coexcité, il est pulsionnalisé pour être intégré. C'est-à-dire qu'on a à ce moment-là une théorie d'une sexualisation qui va rendre possible une intégration. Mais au départ, c'est pas comme ça que ça marche. Et quand vous regardez les modèles du trauma, des traumatismes, alors vous avez donc les névroses, je vous rappelle pour histoire, les névroses dites de transfert, il y a eu une séduction dans l'enfance, et il y a des choses qui sont désorganisées chez le sujet, il faut mettre à jour la séduction, il faut faire une prise de conscience, ça va s'abréagir parce qu'il y a quand même encore un peu de l'abréaction qui est là-dedans, et puis petit à petit, ça va s'évacuer. C'est le modèle que vous avez au début de la théorie du rêve de l'injection faite à Irma, où Freud, dans le rêve, dit la dysenterie va s'y mettre, ça va tout s'évacuer, et les espèces de peau qu'il y a au fond de la gorge de Emma Eckstein, que ces peaux-là, elles vont se soigner comme ça, mais parce qu'il va y avoir de la dysenterie. On va mettre un peu d'analité, et puis ça va tout s'évacuer. Bon. Si vous regardez bon, alors vous avez donc ça, c'est les névroses de transfert. Pour les névroses actuelles, alors Freud dirait non, ça c'est pas dans l'histoire que ça se passe, c'est dans la sexualité présente des sujets. Et encore une fois, c'est assez extraordinaire de voir les théories comme ça, fin du 19e. De quoi on tombe malade? On tombe malade d'une sexualité non accomplie. Alors, qu'est-ce que c'est la sexualité non accomplie? Onanisme. Sexualité narcissique, solitaire, pas d'objet, pas bon. Coït interrompu. On ne va pas jusqu'au bout. C'est terrible. Coït réservatus, on va jusqu'au bout, mais on sort du corps de la partenaire, etc. Et vous avez comme ça un modèle petit à petit, et vous allez voir que le modèle, il est loin d'être inintéressant. Vous allez avoir un modèle qui va se dégager comme ça, c'est de quoi on tombe malade? D'une certaine manière, de l'inachèvement. On tombe malade du fait d'un processus qui ne va pas jusqu'au bout. Ce qui veut dire aussi que le processus qui va jusqu'au bout, c'est un processus qui se fait dans la rencontre avec l'objet. Le premier modèle de Freud du sexuel, c'est un sexuel masculin. Il faut éjaculer dans le corps d'une femme. En gros, ça revient à ça. Ça, c'est de la bonne satisfaction. Toutes les fois que vous éjaculez tout seul, c'est pas bon, il n'y a pas d'objet. À côté, c'est pas bon, il n'y a pas d'objet. Non, il faut vraiment... c'est ça la sexualité accomplie. On a un modèle extraordinairement bourgeoisie 19e siècle, fin du 19e. Bon. Et au masculin. Freud ne commencera à théoriser la question de la jouissance au féminin qu'à partir de 1925, et encore il va la balancer du côté du masochisme. Bon, ce modèle, je ne suis pas sûr que toutes les femmes sont d'accord avec ce modèle. Bon. Ok. Donc, on tombe malade du sexuel, on tombe malade d'une sexualité inaccomplie. Donc, ou bien il y a eu une sexualité qui n'a pas pu s'accomplir pour une raison qui était l'immaturité sexuelle de l'enfant, confrontée à l'abus sexuel de l'adulte, sexualité inachevée chez l'enfant, ou bien elle est inachevée dans le présent et on tombe malade dans le présent, dans l'actuel. Vous voyez les modèles? Mais le modèle, c'est maintenant un modèle du sexuel. On est malade du sexuel. Je vous parlais la semaine dernière de ce qu'on voit couramment dans le soin, c'est-à-dire une théorie, mais je veux dire, ça court les rues, les hystériques, c'est des refoulés. Et ça veut dire quoi, c'est des refoulés? Ça veut dire c'est des insatisfaites sur un plan sexuel. Vous vous souvenez? Pénis normalise, dosium répétatour. Voilà la solution. Voilà comment on se soigne. Bon, voilà. On ne pouvait pas en rester là, bien sûr. Mais quand même... Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va retrouver, mais je ne vais pas le faire maintenant parce qu'on n'a plus qu'aujourd'hui et la semaine prochaine et je ne veux pas m'embarquer trop loin. Je vous renvoie au bouquin de Mircea Eliade, les mythes des origines. Lisez ça, vraiment ça vaut le coup. Vous verrez, c'est vraiment c'est intéressant et puis on apprend énormément de choses sur les théories du soin parce que, au fond, le mythe des origines, c'est
les grandes théories du soin. Donc je vous renvoie là-dessus, puis je vous renvoie aussi à quelque chose qui alors là fait un pas en dehors de... donc on va retrouver dans les grands mythes du soin toutes ces caractéristiques qu'on a dans les théories sexuelles infantiles. Sauf que ça va être raconté, il va y avoir une narration mythologique, hein, avec des mythèmes et tout ce qu'on veut. Il y a un pas qui va être fait, et alors celui-là je vous invite vivement à le lire, parce que ça, là on est dans un tout autre champ. C'est le chapitre de l'anthropologie structurale de Lévi-Strauss qui s'appelle l'efficacité symbolique. Alors c'est une merveille du genre pour réfléchir sur ce qui soigne. La scène mise en scène par... c'est une cure chamanique. Il y a une patiente qui n'arrive pas à accoucher, elle est dans des très très grandes difficultés. On fait venir le chaman, et le chaman va raconter une histoire. Et l'histoire qu'il raconte, c'est assez précisément la narration, alors bien sûr de manière métaphorisée, de manière imagée, mais il raconte, en gros c'est l'histoire d'un enfant qui sort d'un corps de femme. Sauf que c'est pas raconté sous la forme de l'histoire d'un enfant qui sort d'un corps de femme, c'est raconté sous la forme d'un voyage avec différents endroits qu'il faut traverser, etc. Et alors, ce qui est tout à fait formidable dans l'exemple que prend Lévi-Strauss, c'est qu'au fur et à mesure qu'il est en train de raconter cette histoire, qui témoigne quand même d'une assez bonne connaissance de l'intérieur du corps féminin, et au fur et à mesure qu'il raconte cette histoire, eh bien, petit à petit, le bébé est en train de sortir. Alors ça, c'est des choses qu'on sait maintenant, c'est l'efficacité de la représentation. Et vous savez que, bon, je sais pas moi, par exemple, les sportifs de haut niveau font ce qu'on appelle de l'entraînement mental, c'est-à-dire qu'ils s'entraînent par le fait de la représentation. Exemple très intéressant, parce qu'on peut se dire, quand vous regardez les skieurs en haut d'une piste qui doivent faire un slalom, vous les voyez, ils font le slalom, ils se représentent le slalom dans leur tête. Et on gagne beaucoup de secondes comme ça. Alors on pourrait se dire, oui, non, mais ça c'est parce que c'est une question d'habileté, etc. Pas du tout, c'est vraiment, ça fonctionne. C'est ce qui nous a fait développer l'idée des représentations, et pas simplement de représentation. De dire que la représentation est active, elle est actante. C'est que vous faites ça avec un lanceur de poids. Un lanceur de poids, on a vraiment l'impression que c'est une question de gros muscles, qu'il faut faire de la fonte, il faut pousser sa fonte, et plus on fout de la fonte, plus on a des gros muscles, plus on va lancer le poids loin. Ben, pas du tout. Un lanceur de poids qui fait de l'entraînement mental sans rien changer à sa musculature gagne 25% de performance de plus. Bon, si vous voulez lancer le poids, mesdames, vous savez ce qui vous attend. Entraînez-vous mentalement. Bon, c'est ceci pour montrer que tout ce qu'on peut raconter comme ça sur non, mais il n'est pas dans l'acte, il est dans la représentation, c'est des conneries, mais alors vraiment énormes, parce que la représentation, elle est active, elle est actante. C'est un acte, il y a un acte de représentation, d'où l'idée de Jean-Didier Vincent d'une représentation, c'est-à-dire d'une action, mais par la représentation, et très très vraisemblablement, notre cerveau est construit sur le modèle d'action intériorisée, c'est une intuition que Freud avait eue, et très vraisemblablement, vous savez que le cerveau, c'est ce qui consomme le plus d'énergie. Et ça consomme peut-être le plus d'énergie, effectivement, parce qu'il y a beaucoup d'actions, mine de rien, dans le cerveau. Alors c'est vrai qu'après, quand vous avez une bande d'intellos qui ont pris la tête de tout ça, l'acte, la motricité, tous ces trucs-là, ça c'est... Hein, il faut, on va le critiquer, on va le mettre dehors. Non, il y a vraiment que la représentation, sauf que la représentation, elle est active, elle est actante. Et on ne pourrait pas comprendre comment nous pourrions agir, nous psychologues, sur... C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ils disent, mais je ne comprends pas comment le fait de parler... ça va changer quelque chose en moi. Eh bien oui, parler va changer quelque chose en moi, parce que parler, c'est agir. Et opposer les systèmes d'agir à la parole, c'est une opposition complètement à côté de la plaque. Le problème, il est qu'on, de toute façon, on n'a pas le choix, vraisemblablement parce que tout notre système représentatif interne est un système de représentation d'action.
Et qu'à partir de ça, alors là je vous renvoie au séminaire qu'on a fait au Collège de France sur ces questions-là, et en particulier l'article de Nicolas Georgiev sur ces modèles de représentation d'action. Donc c'est sorti, je ne sais plus comment ça s'appelle, peut-être vers une neuropsychanalyse, je ne sais plus comment. Mais c'est les éditions chez Odile Jacob au Collège de France. Et bon, on a repris la pulsion de mort en psychanalyse en neurobio, et pris les modèles effectivement de la représentation. Et Nicolas Georgiev de l'ITAC je me souviens de ce qu'il avait présenté, était vraiment une très très bonne réflexion sur le modèle de l'action à l'intérieur de notre organisation neuronale et de notre organisation psychique. Alors, bon, pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Parce que il me semble que pour nous, cliniciens, premièrement, on ne peut pas négliger les théories du soin de nos patients. Deuxièmement, on ne peut pas en rester aux théories du soin de nos patients. Donc, il nous faut penser une théorisation qui à la fois intègre ces différents éléments, sur le modèle de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire chacune de ces théories du soin contient un élément qui est intéressant et qu'il va falloir reprendre. Simplement, il faut les reprendre à travers un mode de théorisation qui va les complexifier pour les rendre beaucoup plus adéquates à nos buts. C'est-à-dire que si on est trop coincé dans une théorie du soin d'un de nos patients, on l'enferme en même temps dans cette théorie du soin. Donc il faut à la fois bien la connaître, ou la comprendre, la pénétrer, entrer en communication avec lui là-dessus, et puis ensuite faire un pas de côté, parce que c'est quand on fait un pas de côté qu'effectivement on commence à en sortir. Alors, la théorie qui s'est petit à petit dégagée de l'histoire de la clinique, qui personnellement me paraît être vraiment ce qu'on fait de mieux comme ça au XXIe siècle, on fera peut-être mieux ensuite, mais ce qu'on fera de mieux au XXIe siècle, c'est une théorie qu'on voit se dégager des tout derniers articles de Freud, et en particulier quand il revient sur la question de la répétition, et qui sort de l'hypothèse de la pulsion de mort. Parce que la question de la répétition, quand elle arrive en 1920, c'est au-delà du principe du plaisir. Au-delà du principe du plaisir, c'est la pulsion de mort, c'est le retour à l'état antérieur. Donc on répète parce qu'on retourne à l'état antérieur, et l'état antérieur ultime, c'est un état inanimé, donc on répète jusqu'à la mort. Voilà, en gros, ça revient à ça. Mais ce qu'on a un peu oublié, c'est que Freud, il n'est pas complètement... D'ailleurs, si vous lisez au-delà du principe du plaisir, vous allez voir que ça lui plaît, et en même temps, il est sans arrêt. Ça lui plaît parce qu'il y a un certain nombre de choses qui semblent plaider pour ça. Ça lui plaît, et en même temps, il est sans arrêt en train d'essayer d'en sortir, parce que c'est terrible, l'idée d'une pulsion de mort. L'idée que la mort, elle vient de l'intérieur de nous, c'est quand même... Une mort qui nous vient de l'extérieur, on n'y peut pas grand-chose. Après tout, il y a bien un moment où il faut se plier aux réalités externes. Mais si la mort vient de moi, bon alors, vous savez, vous imaginez, 1920, Freud, on lui a découvert son cancer à la mâchoire, la mort qui vient de l'intérieur. On sort de la guerre de 14-18, la mort, il y en a eu de tous les côtés. Hein, et il faut penser que toute cette époque-là, elle est hantée par ce qui s'est passé, ces millions de morts, ces gens qui sont... Bon, il a des fils qui étaient au front... Enfin, on baigne dans un climat post-traumatique. Les névroses traumatiques que vous voyez évoquées en 1920 dans les névroses traumatiques qu'évoque Freud, ou chez Ferenczi, c'est des gens qui reviennent de Verdun, qui reviennent des tranchées, qui ont vu les copains, qui ont sauté en éclats. Enfin, faut imaginer qu'on est dans cette clinique-là. On est dans une clinique où... pourquoi la mort? C'est l'article de Freud de l'époque, ça. Pourquoi la mort? Pourquoi le mal? Pourquoi ces choses-là? Mais qu'est-ce qui prend à cette humanité de se détruire comme ça? C'est ça la question qui est terrible pour les gens de l'époque. Hein. Bon, surtout que ceux-là, ceux de 40, ils n'ont pas connu la guerre de 70. Elle est loin, la guerre de 70. Ça fait 70 ans. Donc, bon. Enfin, non, mais il y a eu... Non, pardon, c'est ceux de 14. J'avais sauté à 40. Bon, enfin, elle est quand même loin, cette guerre, et généralement, ils ne l'ont pas connue. Et pour le monde médical, c'est véritablement les questions qui se posent, c'est ces questions qui sont chaudes là. Par ailleurs, pour Freud, il s'en pose d'autres de questions. La mort de sa fille.
le petit Hans, le fils à la bobine, c'est le petit-fils de Freud, de sa fille, je crois c'est Sophie, qui est morte. Et Freud, regardant le petit garçon jouer à la bobine, maman est partie loin, perdue, oui, perdue loin, parce qu'elle est perdue aussi pour Freud. Donc Freud élabore à travers le jeu de son petit-fils quelque chose de son propre deuil de sa fille. Et aussi de ses... si vous continuez de lire l'histoire, il y a un moment donné, l'enfant joue à Va-t'en la guerre. Donc on a une bonne idée de l'époque en question. C'est le départ de son père à la guerre. C'est-à-dire que le jeu a eu lieu entre 14 et 18. Donc en plein milieu de cette histoire-là. Vous avez manqué l'essentiel. Bon, mais je résumerai tout à l'heure. Vous savez, je travaille toujours en boucle, donc je reviens, je dis tout le temps la même chose sous une forme différente. Voilà. Alors, je vous disais ça, donc. Là, il est dans la pulsion de mort, il est défaitiste. Il va avoir 40 curetages de la mâchoire. La compulsion de répétition, hein. Se faire cureter, se faire enlever les cellules cancéreuses, c'est l'horreur. Enfin, c'est vraiment pas... Donc, je veux dire, il faut penser que cet homme, il est pris là-dedans. Et là, il va donc théoriser de manière, on va dire, un peu pessimiste, l'idée que l'être humain, ma foi, est habité par une pulsion de mort, que ça lui vient de l'intérieur et que c'est inéluctable. Il n'a pas l'idée qu'on a pu intérioriser, il n'a pas l'idée consciente qu'on a pu intérioriser quelque chose de la mort de l'autre en soi, ou du meurtre de l'autre en soi. Cette idée, il ne l'a pas en 1920, il l'aura en 1921. Si vous lisez l'annexe de Psychologie des masses et Analyse du moi, enfin, vous avez un peu comme ça une idée de la chronologie. On ne peut pas comprendre la théorie si on ne l'inscrit pas dans sa chronologie. 1915, deuil et mélancolie. Clac, on est en plein milieu de la guerre. Deuil et mélancolie. Là, c'est simple, c'est je hais l'objet, quand j'incorpore l'objet, je me hais moi-même. Voilà la pulsion de mort. 1920, non, ça vient de l'intérieur. La mort, elle était inscrite en moi et je ne l'éviterai pas. 1921, Psychologie des masses et Analyse du moi, l'annexe, nouvelle théorie de la mélancolie. Ah, différente. C'est la haine de l'objet contre le moi qui se déchaîne contre le moi lorsque l'objet est incorporé. Ah. Vous voyez un peu à quoi on est rendu là, dans la mélancolie. Parce que la mélancolie, le modèle il était simple, c'était des gens qui avaient plein de haine, ils incorporaient l'objet et donc la haine ils la retournaient contre eux. 1921, c'est des gens qui ont été soumis à la haine de l'objet et qui incorporent la haine de l'objet. Et ça va vous donner ce que Freud va décrire en 1923, le surmoi sévère et cruel, qui est une pure culture de pulsion de mort, dit Freud. Donc vous avez là un modèle dans lequel, petit à petit, j'ai incorporé en quelque sorte un désir de meurtre de l'extérieur. Donc vous voyez, la théorie de la pulsion de mort, 1920, c'est il y a en moi une aspiration profonde à la mort et je n'y échapperai pas. 1921, 1922, 1923, ça commence à évoluer et c'est non, je n'échapperai pas à un mouvement meurtrier qui est venu du dehors et que j'ai incorporé. Et là, on découvre qu'effectivement, les parents, c'est pas tous des saints. Ils ont parfois des mouvements assez haineux à l'égard des enfants et que, un peu plus tard, Ferenczi va écrire cet extraordinaire article auquel je vous renvoie, L'enfant mal accueilli et sa pulsion de mort, qui fait la synthèse en disant, oui, bien sûr qu'il y a des gens qui sont travaillés par l'autodestruction, mais ils sont travaillés par l'autodestruction parce que d'une certaine manière, il y a eu une faillite de l'accueil, l'enfant mal accueilli, de l'accueil premier. Alors,
tout ça, c'est en débat, vous voyez, donc on ne peut pas s'arrêter à 1920, c'est en débat, ça continue de travailler. Et je souhaite que vos générations de psychologues, cliniciens, continuent de travailler ces questions. On ne peut pas s'arrêter non plus à ce que je vais vous dire maintenant, qui est en gros l'état où on en est maintenant en 2010, 2014, en gros. Hein. C'est-à-dire que c'est très proche aussi de l'état dernier de la position de Freud. Freud, donc, vous savez ce qui lui arrive. Il est juif, il est persécuté par les Allemands. La princesse Marie Bonaparte l'envoie en Angleterre. Et là, il va mourir. Il griffonne des petites notes comme ça. Et ces petites notes sont toutes extraordinaires. Il y en a une qui nous concerne particulièrement, parce que Freud revient sur la question de la répétition. Et il dit une première chose, il dit, la répétition, ça concerne les expériences les plus archaïques. C'est intéressant. Ce qu'on répète, ce sont les expériences les plus archaïques. Ce qu'on répète le plus, ce sont les expériences les plus archaïques. Donc vous voyez là, une pente de la clinique moderne, c'est d'aller du côté des expériences, des traumatismes les plus précoces. Mais c'est conforme en quelque sorte à cette lignée-là. Et Freud va expliquer pourquoi. Il met, c'est extraordinaire, entre parenthèses, explication, 2 points, faiblesse de la synthèse. C'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est en quelque sorte que les expériences les plus archaïques, on sait ce que c'est les expériences les plus archaïques, c'est celles qui précèdent l'apparition du langage verbal. Bon, quand vous regardez un peu notre théorie ambiante concernant la psychose, la psychose, je suis bien d'accord si je faisais lever le doigt, quels sont ceux qui pensent qu'il y a une origine de la psychose dans les 2 premières années de la vie de l'enfant? Vous allez à peu près tous lever le doigt. Donc les expériences archaïques, c'est quoi? C'est les expériences qui précèdent l'apparition du langage verbal. Toutes nos hypothèses actuelles vont dans ce sens-là. C'est-à-dire référer effectivement, d'une manière ou d'une autre, la psychopathie. Chez les cliniciens, ailleurs, c'est pas vrai, mais chez les cliniciens, c'est comme ça. Toutes nos théories vont référer en quelque sorte le point origine. Et ceci, que ce soit Bion, que ce soit Winnicott, que ce soit Kernberg, que ce soit Owen Rennie, que ce soit les Barangers. Bon, il y a Kestenberg, Bella Grunberger, vous pouvez y aller, ça, Bergeret à Lyon, ça va tout dans les 2 premiers temps. Hein, ce qui fait que maintenant, peut-être qu'il ne faut plus dire l'infantile, il faut différencier 2 périodes. Une période précoce, précocissime, archaïque, 0-2 ans, avant l'apparition du langage verbal, et puis ensuite, après le langage verbal, dans l'infantile, et avant ce qui s'appelle la dissolution du complexe d'Édipe. Voilà les positions de Freud. Alors ça veut dire quoi cette position? Ça veut dire qu'il a une théorie, il nous propose une nouvelle théorie, qui est la théorie suivante. Nous souffrons, c'est comme ça que j'avais commencé il y a 3 semaines, nous souffrons de ce que nous n'avons pas intégré. Et nous souffrons de ce que nous n'avons pas intégré principalement lorsque ça s'est déroulé à une époque où, eh bien, effectivement, nous n'avions pas des capacités de synthèse suffisantes pour l'intégrer. Ce qui veut dire que nous avions besoin des capacités de synthèse de notre environnement. Vous avez tous compris que ça s'appelait maintenant la fonction contenante. La fonction contenante, c'est les capacités de synthèse offertes par l'environnement. Enfin, c'est le contenant offert par l'environnement et qui vient pallier les capacités de synthèse défaillantes du sujet. Voilà, donc on souffre du non-intégré de l'histoire et on intègre, effectivement, en le symbolisant, on guérit en l'intégrant. Il y a peut-être encore un deuxième petit point. Donc, premièrement, intégrer, ça va supposer la synthèse. Et puis, il y a peut-être une deuxième chose. Alors, celle-là, elle est difficile. Elle est difficile parce que c'est quelque chose qui est à la fois extrêmement présent et extrêmement difficile à saisir. Ce qui est extrêmement présent, c'est ce que Freud ne cesse de dire. C'est-à-dire, il faut que les processus aillent jusqu'au bout. Il faut que les processus aillent à leur terme.
vous lisez, je ne sais pas moi, par exemple, les premiers chapitres des essais de métapsychologie de 1915, faut dire, il faut que je m'explique sur ce que j'appelle la décharge. La décharge, c'est un processus qui va à son terme. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette idée que pour intégrer, il faut que les processus aillent à leur terme. Donc, il faut une capacité de synthèse, mais il ne faut pas qu'une capacité de synthèse. Il faut du contenant, mais il ne faut pas que du contenant. Il faut aussi ce que Winnicott va appeler du holding. Il faut que le processus soit soutenu jusqu'à son terme. Non seulement qu'il soit contenu et accompagné, mais qu'il soit soutenu jusqu'à son terme. Alors, pourquoi je dis que ça, c'est une idée qui fait problème? C'est une idée qui fait problème parce qu'on a développé petit à petit l'idée que le problème des patients, c'est qu'ils étaient sans limite. Donc, il n'y a jamais de terme. On a développé l'idée qu'en fait, il fallait faire son deuil. On a développé l'idée que c'était la castration qu'il fallait assumer. Or, la castration, le deuil, la limite, c'est tous des processus où on s'arrête d'une certaine manière en route. C'est-à-dire qu'il y a tout un pan de la théorisation qui est une théorisation, je dirais, très secondarisée. L'idéal de l'organisation d'un bon surmoi, j'espère, je pense, on vous a fait travailler partout la question de vos limites, la non-toute-puissance, le renoncement à la toute-puissance, le psychologue il est limité, etc. Il y a quelques années, ça se faisait beaucoup en M2 Pro, j'imagine que ça n'a pas été perdu. Ça c'est éminemment vrai. C'est le non tout de suite, non tout seul, non tout ensemble. Ok. Le problème, c'est que pour que ça soit non tout de suite, non tout seul, non tout ensemble, et que ça reste vivant, ben, il faut qu'il y ait eu un temps préalable. Et le temps préalable, c'est un temps du tout de suite, tout seul, tout ensemble. Et vous voyez l'impact que ça a, c'est-à-dire que, bon, vous savez qu'on a opté au CRPPC, dans notre labo de recherche, pour dire on va travailler sur les situations limites et extrêmes. Ce qui est intéressant dans les situations limites et extrêmes, c'est pas de dire oh, c'est pas bien l'extrême, c'est pas bien la limite, vous êtes dans l'extrême, arrêtez, vous avez trop de quantité d'excitation, diminuez-les. C'est pour essayer de comprendre pourquoi ça existe des situations extrêmes. Pourquoi est-ce que les gens. Prenons un exemple, Daboville, vous voyez qui c'est Daboville? C'est un monsieur, il dit moi j'ai une rame, j'ai une marque, je traverse l'Atlantique. Fou. Oui, peut-être, mais il fait ça. Pourquoi il fait ça? Il y a des gens qui disent « Oh là là, moi c'est l'Everest ». Alors l'Everest, mais pourquoi ils le font? Pourquoi est-ce que vous avez des gens qui montent, je ne sais pas, sur le Semnoz et qui disent « Moi je me lance avec une petite voile comme ça, et puis je vais descendre jusqu'en bas ». Pourquoi est-ce que les gens se mettent dans des situations extrêmes où ils risquent leur vie? Bon, même déjà bêtement en voiture, on se rend compte à un moment donné qu'on va un peu vite, quoi. Bon. À quoi on joue? Qu'est-ce qu'on va chercher là, hein? C'est-à-dire qu'il y a une vraie question qu'on ne peut pas traiter en termes de faut des limites, faut renoncer, faut le non-tout, faut faire son deuil, renoncer à la toute-puissance infantile. On ne peut pas la traiter comme ça. Ou plutôt, si on la traite comme ça, on la traite de manière morale. On la traite plus de manière clinique. On dit attention, mais c'est très bien l'éducation, moi je suis pour. Le problème c'est que la clinique c'est pas d'éducatif. Il doit y avoir un autre enjeu. Et alors, cet autre enjeu, quand on travaille sur les situations limitées extrêmes, on commence à le comprendre, cet autre enjeu. C'est lorsque vous n'avez pas pu avoir primitivement une expérience qui va à son terme, eh bien vous êtes hanté par le fait qu'elle puisse advenir un jour. Le problème, dit Winnicott, c'est qu'il aurait pu utilement se passer quelque chose qui ne s'est pas passé. C'est-à-dire quelque chose n'a pas eu lieu. Et le problème du trauma, c'est que quelque chose n'a pas eu lieu. Et qu'est-ce qui n'a pas pu avoir lieu? Par exemple, une expérience qui va jusqu'au bout. Je suis un petit bonhomme, j'ai une rage à tout casser, on ne me laisse pas vivre ma rage.
Donc je ne peux pas faire cette épreuve d'avoir détruit le monde tout entier dans ma rage et de découvrir que le monde survit. Parce que ce qui est intéressant, c'est pas de détruire, c'est la survivance. Mais pour que je puisse éprouver la survivance, ben, il faut... Bon, autre chose à propos de la mélancolie. La mélancolie, peut-être que c'est un désespoir qui n'a pas pu être vécu jusqu'au bout. Parce que peut-être que vous avez une très belle séquence chez Winnicott. Il est avec un de ses patients et son patient lui dit oh, écoutez, vraiment, là, ça commence à aller mieux et je vais vous expliquer ce qui a été décisif dans le fait que d'un seul coup, je me suis mis à aller mieux. Et il explique qu'ils ont partagé avec Winnicott tous les deux un moment de désespoir. Le patient était désespéré et Winnicott a dit moi, je ne vois plus du tout ce que je peux faire. Bon. Et il a continué. Et le patient a dit que ça, c'était ça. Ils ont touché le fond. Ils ont touché le fond du désespoir ensemble. Ils l'ont partagé et ça ne s'est pas arrêté. Alors ça nous renseigne sur quelque chose qui est tout à fait essentiel. Je vous le dis parce que je sais qu'il y en a quand même pas mal de vous qui allez vous frotter à la question de la psychose. C'est des choses qui sont fondamentales dans la question de la psychose, qu'on entend très peu théoriser parce que on a des métapsychologies plus du côté du non-tout, de renoncement à la toute-puissance, etc. Et que, ben oui, pourquoi pas, mais c'est vrai en même temps qu'il faut renoncer à... Vous comprenez qu'un bébé qui doit aller au bout de ses expériences avec un bon environnement, bah, c'est relativement facile. Quand vous ne l'avez pas vécu, ton bébé, et qu'il faut que vous viviez à 30 ans ou à 40 ans, parce que ça vous hante, parce que ce que vous n'avez pas vécu continue de vous hanter et continue de chercher à s'inscrire dans... Alors là, ça devient infiniment plus compliqué. C'est là qu'on voit que les gens ils disent « Ah ben, qu'est-ce qu'ils cherchent ?» Ben, ils cherchent la limite, ils cherchent ceci, ils cherchent cela. Ben oui, ils cherchent l'extrême. C'est-à-dire qu'ils cherchent à éprouver un fragment de l'expérience qu'il n'a pas pu éprouver. Et ce que nous n'avons pas pu éprouver, ben, on ne peut pas l'intégrer. On ne peut pas dépasser ce qu'on n'a pas connu. On ne peut pas faire le deuil de ce qu'on n'a pas eu. Donc, autrement dit, il y a dans les situations limites et extrêmes quelque chose qui est une leçon tout à fait extraordinaire pour nous, chercheurs, et pour tous les cliniciens. Cette leçon extraordinaire, c'est la suivante. C'est renversons notre compréhension, arrêtons d'aller trop du côté de pas de grande quantité, inhibez-vous, etc., etc., pour accompagner et offrir au sujet la possibilité d'avoir un espace où ils peuvent aller jusqu'au bout de quelque chose de... Je vous renvoie à un très très beau livre qui maintenant n'est plus du tout dans les bibliothèques, qui s'appelle Voyage à travers la folie, Mary Barnes, deux élèves de Winnicott, Joe Burke et je ne sais plus comment s'appelle l'autre, je pense que c'est Ronald Lang, et c'est une patiente qu'ils accompagnent. Ils accompagnent, donc ils ne cassent pas son délire, ils n'empêchent pas la patiente de délirer, ils lui offrent une pièce, un espace, pour qu'elle puisse se lâcher en quelque sorte, qu'elle puisse aller au bout de son voyage à travers la folie, c'est ça le titre. Donc ça s'appelle la métanoïa, c'est la méthode formulée comme telle par Ronald Lang, qui était un extraordinaire... on en parle peu, on parle de Winnicott. Winnicott, effectivement, il a une place à part, mais Lang, je vous le garantis que si vous tombez sur des vieux bouquins de Lang comme ça, je ne suis pas sûr que ça a été tellement réédité, Le Mois du Visé, tous ces trucs-là, jetez un coup d'œil dessus, ça vaut vraiment le coup. Alors, les amoureux du paradoxe, là, vous allez être servi avec quelqu'un comme Ronald Lang. Donc, c'est cette idée du voyage à travers la folie. C'est une grande idée qu'on voit émerger dans les années 68 au niveau de l'antipsychiatrie. Donc avant le raz-de-marée de la psychiatrie biologique qui va camisole de force chimique pour tout le monde, vous avez donc du côté de l'antipsychiatrie anglaise, c'est Cooper, c'est Lang, du côté de l'antipsychiatrie italienne, c'est Bassaglia, c'est Carino, un peu partout, il y a cette idée, quittons le modèle d'une psychiatrie de renfermement, d'une psychiatrie de l'enfermement, et en gros, essayons une psychiatrie de l'accompagnement des processus.
voyez quand même la position de base, elle n'est pas la même. D'un côté, vous avez une espèce de foi et de confiance dans les processus vitaux du sujet. Et d'une certaine manière, vous dites, mais enfin, s'il veut si fort ceci, il y a quelque chose à comprendre. C'est pas aller vers n'importe quoi, c'est essayer de dégager la substantifique moelle, la quintessence de quelque chose à travers le processus qu'on va accompagner. Alors, voyage à travers la folie. Bon, alors, ça c'est bien joli, mais on en tire quand même quelque chose. Et quelque chose qui va être fistrement intéressant à un moment ou à un autre dans notre écoute. Je me souviens d'un de mes patients, donc j'ai écrit ça dans un article dans Winnicott Insolite, ça s'appelle Le besoin de folie, où je raconte deux histoires qui ont été vraiment très très importantes pour moi cliniquement, deux cures d'analyse. Donc la première, c'est un patient. Alors patient très très particulier, c'est un mec splendide, il fait 1m90, vraiment c'est un très 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 beau gosse. Il est psychiatre, il est psychanalyste, pas en France, à l'étranger, donc c'est pour ça qu'il ne peut pas faire sa psychanalyse dans son pays. Il vient me voir à Lyon parce qu'il est trop connu sur place. Élevé dans un hôpital psychiatrique, une mère maniaco-dépressive, donc la folie, elle est là, partout. La mère, tantôt, elle est dans la maison, tantôt, elle est dans l'hôpital, mais la maison, elle est dans l'hôpital. Et le gamin en question, il est confronté aux sautes d'humeur de sa mère. Alors, je vous dis juste la solution, hein. On a passé des années avant de reconstruire tout ça. C'est-à-dire tantôt, elle est en état maniaque, elle est super excitante, et le gamin monte en charge, et puis d'un seul coup, renversement de polarité, elle le lâche, parce que il devient trop excitant. Et vous avez donc le gamin qui est avec son processus en cours, qui est excité, qui est stimulé, et puis d'un brutalement il est lâché. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va développer, suivant le modèle paternel, un modèle de la retenue, un modèle de l'inhibition. Donc toute sa vie, c'est une vie où il vit peu, hein, il se lâche jamais, donc pas de spontanéité, pas d'élan. Vous voyez là, bon alors, je peux vous le dire, il est psychanalyste en Suisse allemande. C'est pas très gênant qu'il n'y ait pas très d'élan, pas beaucoup d'élan en Suisse allemande. Globalement, bon, je veux dire, non, mais il aurait été en Italie, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mais là-bas, il peut devenir psychanalyste parce qu'effectivement, puis il est malin quand même, donc il peut compenser. Voilà. Ceci étant, sa vie, est terrible, sa vie. Il y a une espèce de fond de dépression froide comme ça qui est là. C'est un monsieur, il ne s'est jamais laissé vivre. Et alors, à un moment donné, bon, on commence à dénoncer tout ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, il avait une femme qui était un véritable été noir. Bien sûr, créer un environnement qui l'éteignait sur le modèle. Parce que s'il avait une femme excitante, il n'avait pas les moyens de s'affronter à cette excitation sans cure de psychanalyse. Donc il avait pris une femme. Mais avec moi je suis un petit peu, je dis, écoute, ta pulsion, tu peux l'introjecter, essaye de voir, ça n'est pas si mauvais que ça, tu vas voir. Donc, petit à petit, et puis moi je suis assez vivant quand même, bon, je pulsionalise dans la relation. Donc petit à petit, il s'est mis à vivre, et alors là c'est devenu absolument impossible, sa femme l'a quitté, ou il a quitté sa femme, enfin, c'était plus possible. Et puis il s'est retrouvé avec le truc suivant, c'est-à-dire, comment est-ce que je peux arriver à récupérer maintenant? Enfin, il n'a pas posé la question comme ça. Mais il s'est mis à sortir. Alors, il s'est mis à sortir dans une ville où il y avait ce qu'il appelle des courtisanes. Courtisanes, c'est ces jeunes femmes de l'Est qui arrivent un peu prostituées. Pas trop... Il est très beau gosse, donc en même temps, je pense qu'il devait les séduire. Bon, il y avait un truc mi-chemin entre prostitution et amour, etc., etc. Mais alors, il commence à me raconter des nuits totalement débridées. Alors, totalement débridées, parce qu'il se met à danser. Il me dit, je fais le fou dans cette histoire-là. Et puis en même temps, il se débride sur un plan sexuel. Alors moi, là, j'ai 3-4 mois, je dois dire que je suis un peu inquiet, parce que, bon, c'est des milieux quand même assez glauques. Il est pas fait pour les milieux glauques, ce monsieur. C'est un monsieur très très bien élevé. Donc je sens qu'il en faudrait pas grand-chose pour que ça tourne mal. Vous savez,
il n'y a pas beaucoup de parents d'adolescents chez vous, par ici. Mais enfin, les parents, vous verrez quand vous serez parents d'adolescents, il y a un moment donné, on sent que les ados, ils y vont, que ça peut pas très bien tourner, ils peuvent boire un peu trop, on ne sait pas comment ils vont rentrer la nuit, etc. Et en même temps, si on empêche ça, on casse quelque chose du processus. Alors je suis exactement dans cette problématique d'un parent adolescent, d'adolescent qui est là à dire, adolescent sûrement aussi, mais d'un parent d'adolescent, adolescent par identification, effectivement, et jusqu'au moment où on peut commencer à clairement comprendre qu'en fait, à travers tout ça, à travers les jeunes courtisanes, qui doivent avoir à peu près l'âge qu'avait sa mère quand il était bébé. Intéressant. Comment ça se représente, qu'au fond, ils tentent de se donner, sans que ça soit destructeur, tous les processus qu'il n'a pas pu vivre avec elle. Alors, ça va durer 6-7 mois, puis après ça va s'arrêter, il va se trouver une femme à son goût. Je l'ai revu il y a quelque temps, ça fait 10 ans que ça s'est terminé. Je l'ai revu il y a quelque temps, il est épanoui, ça. Il est heureux. Et parce qu'il a pu mener à son terme un processus qu'il avait dû sans arrêt arrêter. Alors, vous voyez, ça ne va pas du côté de non, pas tout de suite, pas tout ensemble, retiens-toi, etc. Ça va du côté d'une autre question, mais qui est une question tout à fait importante, essentielle pour nos dispositifs de soins, c'est comment pouvons-nous offrir un dispositif de soins qui permette au sujet de vivre ce genre d'expérience. Parce que c'est quand même là que c'est le moins dangereux. J'évoquais Voyage à travers la folie tout à l'heure, ce sont des soignants et ils organisent un espace pour ça. Bon, alors en même temps je vous dis ça avec un peu de réticence, parce que je connais quand même assez bien les milieux psychiatriques actuels, ils ne sont pas tout à fait prêts à envisager les choses comme ça. Donc on est un peu en porte-à-faux, mais au moins si nous pouvons le comprendre que à travers ce qu'on appelle, c'est pas des méchants qui ont de la destructivité, qui refusent les limites, qui attaquent tout, etc. Ce sont des gens qui cherchent à éprouver le bout d'une expérience, le fond d'une expérience, qui est peut-être le désespoir. Le suicide, c'est pas le désespoir, c'est lorsque le désespoir est foutu. Le désespoir, je pense que nous avons tous un fond de désespoir, mais il est relatif. Le coup génial de Winnicott, c'est d'être désespéré et de continuer. Ce qui veut dire que le désespoir, c'est pas le dernier mot de l'affaire. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, ben oui, il y a... vous voyez, donc j'ai pris 2 exemples extrêmes, hein, du côté du renoncement, du côté du moment où effectivement il faut bien que ça s'arrête, parce qu'on est en train de découvrir que l'objet est perdu, que ça ne reviendra pas, etc., etc. Donc du côté effectivement de la perte et du désespoir, et puis de l'autre côté, du côté des expériences qui sont nécessaires pour accepter de perdre. Quand on a pu mener son expérience jusqu'au bout, bon. Alors vous le revoyez à minima chez des gens qui n'ont pas eu d'adolescence. Alors, ils se font des démons de midi à 40 ans qui sont absolument dévastateurs. C'est comme si d'un seul coup, ce qu'ils n'avaient pas pu vivre au moment, là aussi j'ai des exemples cliniques, ce qu'ils n'avaient pas pu vivre au moment de leur adolescence, d'un seul coup, ça se déchaîne. Alors le problème, c'est que, je veux dire, à 15, 16, 17 ans, vous pouvez faire la valse des hommes, des femmes, etc. Je ne dis pas que c'est simple, mais enfin bon, quand vous faites ça à 40 ans, c'est une toute autre histoire. Et quand vous faites ça à 40 ans avec une expérience professionnelle, des responsabilités, etc., vous voyez un peu le souk que ça met dans la vie. Et comment, à un moment donné, j'y vais pas, parce que c'est effectivement assez bouleversant. Un petit peu de café magique. Donc, fond de la théorie, intégration, 2 aspects, synthèse, mais aussi un processus qui doit aller à son terme. Et il doit aller à son terme pour pouvoir être intégré. Nous n'introjectons bien que ce que nous avons pu, que ce qui a pu aller, on va faire une cote mal taillée, que ce qui a pu aller suffisamment à son terme.
Et le suffisamment à son terme, il n'est pas donné par une règle à calcul où on dit ben là ça va, là encore un petit peu 2 cm de plus. Non, le suffisamment à son terme, c'est cet éprouvé interne du fait du sujet qui dit bon ben ça va maintenant, c'est bon, hein, j'ai assez mangé. Je suis rassasié, j'ai eu ce que je voulais. Alors bien sûr, là on voit combien le fait que ça soit reconnu, et c'est quand même de ce côté-là que je vous pousserai un peu, le fait que ce besoin soit reconnu, c'est d'une certaine manière quelque chose qui aussi aide à ce que le terme soit rencontré. Parce que peut-être que ce qui est le point ultime d'un processus qui va à son terme, c'est que ce processus ait été pleinement reconnu comme parfaitement, justifié, c'est pas le terme, comme parfaitement adéquat par l'environnement. C'est du côté de la reconnaissance et du témoignage de reconnaissance que quelque chose, effectivement, va. Peut-être que le terme des processus, c'est qu'effectivement, il soit pleinement reconnu. Mais là, ça nous emmène loin et on n'aura pas le temps de travailler ça cette année. Alors, différents éléments, conséquences de tout ça. Première conséquence, donc, ce qui n'a pas pu être intégré continue de hanter le sujet. Le sujet va donc mettre en place des solutions pour tenter de pallier cette non-intégration. Encore une fois, les solutions, c'est le symptôme, c'est pas le fond du problème. Magnifique article de Winnicott que je vous invite à lire et à relire, La crainte de l'effondrement. Où Winnicott dit, non mais attendez, la psychose, la clinique qu'on décrit, c'est pas ça le problème. Ça, c'est la défense du sujet. Le fond de la psychose, c'est ailleurs. C'est du côté de ce que je suis en train de décrire, c'est-à-dire ces expériences primitives, agonistiques, disséquantes, qui n'ont pas pu être intégrées. C'est là le fond. Tout le reste, dans ce que vous voyez, les attaques du lien, les retraits autistiques, etc., tout ça, ce sont des protections contre quoi? Contre le retour de ces expériences primitives, disséquantes, qui n'ont pas pu être intégrées. Alors le problème devant lequel on est confronté, c'est que quand ça revient, quand ces expériences reviennent, eh bien le problème c'est qu'elles reviennent avec toute une partie des caractéristiques de leur advenue première. Ce qui n'a pas pu avoir lieu, mettons, dans les premières années de la vie, et qui n'a pas pu avoir lieu dans un mois dont les modalités de traitement de l'expérience sont des modalités pré-langagières au sens du langage verbal, quand ça revient pas dans les mots. Ça ne revient pas sous une forme verbale, ça revient dans le langage de l'époque. C'est-à-dire dans la sensorialité, c'est-à-dire dans le corps, c'est-à-dire dans les mimiques, c'est-à-dire dans les gestuels, c'est-à-dire dans la motricité, c'est-à-dire dans l'acte, dans les passages à l'acte, ça revient comme ça, et ça vient se mêler au présent sous cette forme-là. Alors, ça c'est tout le temps vrai. Nos expériences de bébé, nos expériences de notre première année, de nos premières années de vie, elles sont toujours présentes en nous sous cette forme-là. Simplement, quand elles ont pu se développer, quand elles ont pu être intégrées, eh bien ça donne une mimique, une gestuelle, une tonalité qui est intégrée, qui n'est pas dissonante, qui n'est pas discordante, qui accompagne. Ça n'existe pas, quelqu'un qui parle sans son corps. Ça n'existe pas. Il y a toujours des effets de voix, il y a toujours des effets de mimique, il y a toujours des effets de posture, il y a toujours de l'expressivité. Vous n'avez qu'à faire l'expérience, vous vous immobilisez, vous vous mettez à parler avec un ton monocorde, sans bouger, etc. Vous allez voir l'effet de malaise. Tout le temps, notre corps est présent. Alors pourquoi est-ce que... Bon, ça va poser une énorme question qu'on n'a pas le temps de traiter, mais que vous me permettrez de poser quand même. L'énorme question est la suivante. Pourquoi est-ce qu'on ne forme pas les cliniciens avec aussi la prise en compte de leur corps? Faites du théâtre. Faites du théâtre. Apprenez, jouez. Alors apprenez à jouer, d'accord, si vous ne savez pas jouer, mais faites du théâtre. Apprenez à poser votre corps, apprenez à communiquer quelque chose, apprenez à occuper l'espace. Dansez, mais bougez votre corps et puis
essayez d'apprendre à interpréter avec votre corps. Comment est-ce qu'on interprète avec son corps? Alors on interprète tout le temps avec son corps. Mais comment est-ce qu'on peut utiliser les interprétations corporelles de manière utile dans la relation? En gros, sauf pour ceux qui deviendront analystes, et même pour ceux-là, tous les autres, vous allez travailler en face à face. Vous allez travailler avec un corps vu, vous allez travailler avec un corps montré, vous allez travailler avec vos mimiques, vos gestuels, vos postures. Eh bien ça, il faut que ça se travaille. Il faut que ça se travaille, il faut que ça s'utilise. Patient psychotique. Quand il me parle de son père, il a les yeux rivés sur un point du parquet à côté de moi. Mais à un point tel que de temps en temps, je regarde, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a là? Et un jour, je comprends qu'il y a son père. Bon, avant, je disais votre père, puis je regardais ailleurs. Bon, je ne comprenais rien. Au bout d'un moment, je dis votre père. Et j'ai pointé le doigt à l'endroit où il avait mis son père. Alors là, on s'est tout de suite compris. Le père, il est là. Donc l'interprétation, c'est pas votre père, c'est votre père. Il est là, présent. Effectivement, à ce moment-là. Vous voyez les choses comme ça. L'utilisation des mimiques, des gestuels et des postures. Alors, avec les enfants autistes, avec les enfants, ça va à peu près, parce que, bon, avec tout ce qu'on a travaillé en particulier à Lyon, j'espère que Anne vous en a parlé, Anne Brun vous en a parlé, la théâtralisation, la mise en scène, etc., c'est très important. C'est beaucoup plus compliqué avec les patients adultes. Mais néanmoins, c'est important. Avec les enfants, on peut faire des badaboum un peu sonores. On ne fait pas des badaboum comme ça avec les adultes. Ils nous regarderaient un peu surpris. Mais il y a peut-être des badaboum plus subtils à trouver. Il y a peut-être une théâtralisation. Hein? Non, ça tombe. Le corps tombe. La voix tombe. Ah, vous êtes allé jusque-là. Hein? C'est la voix qui tombe. C'est pas... Vous voyez, je ne veux pas vous faire trop. Bon, après, ça va exploser. Mais vous voyez quand même ce que j'essaye de vous transmettre, c'est donner... Mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est parce que ça revient dans le langage de l'époque, et qui, d'une certaine manière, il faut aussi parler le langage de l'époque. Donc on est en face de quelqu'un qui est à la fois l'adulte présent, là, maintenant, et en même temps un gamin de 2 ans. Si je ne prends en compte que l'adulte qui est là maintenant, lui disant, écoutez, oui, moi je ne suis pas complètement d'accord avec votre interprétation de la philosophie d'Heidegger. Dans le traité du désespoir, Søren Kierkegaard, vous allez, l'intello, vous allez l'avoir. Le gamin désespéré, vous ne l'aurez pas comme ça. Hein? Si vous voulez avoir le gamin désespéré, d'une certaine manière, il faut que vos épaules... prennent en compte le fait qu'il y a quelque chose qui s'affaisse, hein, quelque chose qui n'y croit plus, et qui continue, bien sûr. C'est très important. Voilà, donc, ça serait, vous voyez, ça serait un travail... Il faudrait faire peut-être des instituts de formation des psychologues à l'interprétation corporelle, où on ferait du théâtre, où on travaillerait des mimiques, des gestuels et des postures d'intervention en face à face. On reprendrait quelque chose de tout ce qui est thérapie médiatisée, mais pas simplement en travaillant sur le médium, qui est le médium malléable de la thérapie, mais sur le médium du corps. Alors on l'a un peu fait avec Anne-Sophie Reguezé, Céline Baraton, c'est des psychologues, mais elles sont sportives de haut niveau, section danse. Alors, on a essayé d'introduire cette question de la danse, ou Florence Thietry, la danse contact, dans le travail avec les enfants, c'est-à-dire comment on peut aussi travailler littéralement avec le corps du thérapeute. Alors, avec les enfants autistes, ce qu'a fait Anne-Sophie Reguezé, c'est tout à fait intéressant. C'est le début de travaux, mais il y a une chorégraphe... Mathilde Monnier, qui a fait un magnifique film d'une chorégraphie avec une adulte autiste d'une 20aine d'années, ça s'appelle Bruit blanc. Moi, je l'ai chez moi, j'ai la cassette. Peut-être je pourrais m'arranger pour qu'elle soit déposée, enfin qu'il y en ait un exemplaire qui soit déposé ici
à la bibliothèque du CRPPC pour que vous puissiez regarder. C'est assez intéressant de voir comment l'hyperlaxité de cette patiente, elle s'enroule littéralement autour de Mathilde de Monnier. Vous voyez qui est Mathilde de Monnier? C'est la grande prêtresse du Festival de Montpellier de danse contemporaine. Une femme tout à fait passionnante. Voilà, et donc la patiente s'enroule autour d'elle. Enfin, là aussi, il y aurait à travailler sur la clinique de l'enroulement du corps de l'un dans le corps de l'autre. Enfin bref. Alors, donc ça revient. Et je pense que quand même ce qui est important, donc ça revient dans le langage de l'époque, et la question qui est la suivante, qui est une de nos grandes questions, et qui est une question très difficile de la rencontre entre l'espace de soins et l'espace institutionnel. Et d'une certaine manière, notre boulot, c'est de l'aider à ce que ça se déploie. Le modèle de la métanoïa que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est offrir un espace pour que ça puisse se déployer. Peut-être Nina avec les chevaux, avec les poneys. Hein. Voilà, mais c'est des espaces à l'extérieur de l'institution, mais il y a peut-être des expériences, par exemple, la petite fille qui se lâche sur le poney, peut-être qu'elle vit quelque chose, qu'elle vit un lâcher-prise qu'elle n'a pas pu se permettre de vivre avant. Et c'est peut-être des éléments comme ça qui vont être déterminants. Alors, ça va, je termine juste. La prochaine fois, on terminera autour de la question du modèle du jeu. Parce que pour l'instant, je suis arrivé à un point où je vous ai dit, il faut laisser se déployer, il faut créer un espace pour que ça puisse se déployer. Maintenant, la dernière étape que je vous propose pour cette année, c'est l'étape suivante. Et cet espace pour que ça puisse se déployer, c'est un espace pour que ça puisse que ce qui n'a pas pu se jouer, ce qui est resté potentiel, en souffrance chez le sujet, puisse se mettre en jeu. Donc on va avoir un modèle terminal du soin, un modèle terminal de l'accompagnement symbolisant autour de l'idée de remise en jeu, en quelque sorte, de remise en jeu, relance du jeu, de ce qui n'a pas pu se jouer dans l'histoire. Parce que peut-être dans le jeu, c'est la manière dont ça peut se jouer sans que ça soit trop dangereux, sans que ça soit trop dévastateur, avec toute la question quand même de savoir comment on peut le mettre dans le jeu. Mais dans les minutes qui me restent, donc je ne vais pas vous le faire en une minute, j'aurai l'impression de le gâcher. Donc je referai une petite intro là-dessus la semaine prochaine. Mais je vais quand même vous dire de quoi j'ai envie de vous parler. J'ai envie de vous parler quand même d'une chose qui est tout à fait importante, c'est que l'horizon de tout ça, l'horizon de l'intégration, c'est donc que quelque chose puisse se jouer. Je vous ai dit tout à l'heure que ça puisse aller à son terme, que ça puisse s'intégrer, et je vous ai dit que ça puisse être reconnu. La reconnaissance, c'est la forme par excellence de la réflexivité. Donc l'horizon de notre travail, c'est la réflexivité, c'est que quelque chose soit reconnu. Alors le reconnu, il peut être par un témoignage verbal, mais le reconnu, il peut être avec des choses beaucoup plus subtiles, beaucoup moins manifestes, mais il faut qu'il y ait à un moment donné quelque chose qui reconnaisse, c'est-à-dire qui réfléchisse au sujet, quelque chose de ce qu'il n'avait pas senti de lui-même, de ce qu'il n'avait pas vu de lui-même, de ce qu'il n'avait pas entendu de lui-même, de ce que son environnement n'avait pas senti, de ce que son environnement n'avait pas vu, de ce que son environnement n'avait pas entendu, de ce qu'il n'entendait plus de lui-même, etc. Ça vous va? Donc, venez avec vos appareils de jeu la semaine prochaine. Parce que on jouera avec Winnicott, et puis on jouera après sans Winnicott, mais on jouera quand même dans l'inspiration winnicottienne.
abordiez sur la gestualité, sur le... je me suis beaucoup posé la question, j'avais mon suivi en fait porte sur un groupe. Et en fait, au départ, je ne pensais pas utiliser ça du tout. Je pensais partir sur un groupe compte. Et puis, un peu de manière spontanée, il se trouve que dans cette profession, j'utilisais un petit peu quelques sites de la LSF. Et du coup, en fait, ces personnes m'ont assez bien accroché et j'ai commencé à signer les histoires que j'ai racontées. Et en fait, ça vient... effectivement, quand vous disiez, par exemple, regardez l'endroit tout le monde finalement remplaçait les personnages du conte à un endroit et tout le monde se rejoignait sur ces différents...